Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV à l'occasion de cet entretien autour de la notion de bien. L'on entend régulièrement parler de cette notion, même quotidiennement ou vulgairement. Je fais du bien, il a fait du bien à la société, ce que vous faites est bien et tout. Il est question aujourd'hui de nous entretenir avec un auteur, professeur Monchili Soulé, philosophe, sur ce concept qui est souvent dévoyé. Et pour commencer, déjà, professeur, l'on entend tous les jours, régulièrement, chaque être humain dit qu'il est à la recherche du bien. Certains par des voies dites licites selon la société, d'autres par des voies dites illicites. Selon vous, qu'entend-on par bien au sens philosophique du terme? Oui, je vous remercie déjà pour l'invitation. Je voudrais aussi remercier M. Koukam qui tient cette maison des mains de maître, cette maison du livre. Et je voudrais lui adresser mes encouragements pour cette initiative qui consiste à promouvoir la philosophie et l'ensemble de la recherche qui se fait au Cameroun. Sur ce, je voudrais déjà vous encourager même pour le thème que nous devons aborder ce jour, parce que le concept de bien est un des concepts les plus galvaudés en français. Et en fonction, on a l'impression qu'en fonction des couches sociales, ce terme, ce concept a une signification particulière. Pourtant, il faut penser que la notion de bien a une signification fondamentalement objective avant d'avoir des significations économiques, sociales et culturelles. Parce que, oui, il y a dans certaines conditions, on parle de bien en fonction de ce que nous tirons comme bénéfice d'une situation ou bien d'une activité. Et en ce moment, ça c'est une vie triviale qui vous amène à penser que parce que vous avez réussi dans un domaine, c'est le bien. Bon, mais il faut remonter même dans l'Antiquité, dans l'histoire de la philosophie, pour comprendre que cette notion n'est pas aussi nécessairement vulgaire. Parce que quand nous entrons dans la philosophie de Platon, par exemple, c'est vrai que Platon, lui, il structure le monde en deux strates et il y a un niveau sensible qu'il appelle le monde intelligible, et qui est le monde dans lequel les concepts se définissent de façon immuable et définitive. Et il associe le concept de bien, il compare ce bien au vrai, au beau, mais chez lui, ça ne se constate pas dans cette vie. Parce qu'on peut aspirer au bien, mais le bien tel qu'il est défini intelligiblement échappe à nos caractéristiques humaines. Mais on ne peut pas en rester là parce que Platon a une autre signification du bien qui n'existe pas dans le vécu quotidien. Mais dans notre vécu, il y a des valeurs. L'homme est un créateur de valeurs. Et entre autres valeurs, il faudrait qu'il fonde la pérennité de la société sur des principes permettant la permanence du vivre ensemble. Et ceci, le bien traduit le type de relation qui existe entre moi et l'altérité, moi et autrui. À ce niveau, on pense à une définition fondamentalement objective de la notion de bien. Ici, il ne s'agit plus d'une existence triviale, il s'agit plutôt de la perception intersubjective qu'on peut avoir de la valeur. C'est-à-dire, la société s'organise et lorsque je fais ce qu'on veut, ce qui renvoie à un bien, l'autre se sent concerné. Mais si c'est ma seule individualité qui apprécie le bien en fonction de ce que je tire comme profit de la société, on n'est pas dans le bien. Parce que le bien doit être objectivement fondé. Le bien, dans sa définition en tant que valeur, devrait être universellement partagé au niveau de la conception au moins. D'accord. Alors, si on dit la dimension ontologique de la notion de bien, n'est-elle pas intimement liée à la conception religieuse
de la vie terrestre qui considère l'homme comme un pèlerinage de bien. Oui. Quand vous entrez dans l'ontologie, c'est pour ça que j'ai voulu m'écarter un peu de Platon, bon, ou bien d'Aristote même, qui pense l'ontologie comme l'étude de l'être en tant qu'être. Et vous voyez, l'étude de l'être en tant qu'être est une étude de l'être en l'absence de l'être. Quand vous voyez le philosophe contemporain Michel Onfray, c'est un philosophe français encore vivant, est-ce qu'il faut parler d'ontologie? Est-ce qu'on peut connaître l'en soi d'une chose? Nous ne vivons qu'une société à laquelle nous participons en tant qu'être vivant, historique, temporel, à la manière de Martin Heidegger. Si on pense le bien comme chez Platon, on serait des anges. Or, nous sommes des êtres historiques. Et c'est à ce niveau qu'il faut interroger la position de Martin Heidegger, pour qui, pendant le dévoilement du Dasein, donc de l'homme, au cours de son existence, c'est lui qui crée les valeurs. Ne connaissant pas l'en soi des choses, il peut au moins par rapport à son rapport au monde penser quel type de relation il peut avoir avec autrui et quel type de relation il peut avoir avec la nature. Dans son rapport à la nature et à autrui, il invente des conditions d'une vie conviviale. Et dans cette convivialité, il trouve que si les valeurs qui existent, on peut citer entre autres, avec peut-être Luc Ferry, les valeurs comme l'amour, la sympathie, la compassion, la démocratie, les droits, toutes ces valeurs concourent à la réalisation du bien. Voyez-vous? Donc le bien ici devient comme un postulat et nous vivons de façon à devenir des incarnations de ce que nous postulons pour établir en société une sorte de convivialité satisfaisante. Alors, la notion de bien a-t-elle un sens réel, un sens pragmatique dans une société où les valeurs ne sont pas réellement situées? Bon, la notion de bien a toujours un sens, quel que soit le contexte où on se trouve, parce que, je vous ai dit, il y a une définition économique du bien. Prenons notre cadre de vie, le cadre de la CEMAC. On dit qu'il faut favoriser la circulation des biens et des services à l'intérieur des biens, des services et des personnes à l'intérieur des pays. Oui. À ce niveau, le bien renvoie à quoi? À ce qu'on échange, à ce que au commerce des hommes. Et dans ce commerce, on échange quoi? Des valeurs. Et quelles sont ces valeurs? Ces valeurs peuvent être codifiées en monnaie. Voyez-vous? Ces valeurs peuvent encore être codifiées en tout autre type de matériel, peut-être de construction ou bien de liaison, de communication entre les États et entre les hommes qui vivent dans ces États. Bon, maintenant, à l'échelle philosophique, oui, on relie le bien à une valeur suprême parce qu'on se dit que l'homme en tant que valeur suprême ne devrait pas être avili par l'autre. Dans ces conditions, pendant ces échanges qui ont lieu à l'intérieur de l'économie, il ne devrait pas y avoir ce qu'on a appelé autrefois au Cameroun la détérioration des termes de l'échange. On change de biens, mais il n'y a pas cette mutualité cette mutualité sincère dans la compréhension même de ce qu'on entend par valeur. Est-ce que parce que je suis peut-être moins intelligent que quelqu'un d'autre, il devrait soit me corrompre, soit me manipuler ou orienter le sens de l'échange en sa faveur subjective? En restant dans la dimension philosophique du terme, oui. Et notamment dans l'origine latine du mot bien, bene, qui veut dire à propos favorablement, la question avait davantage un rapport avec les modèles au sein de la société. Comment devient-on un modèle social? C'est-à-dire, quelles sont les valeurs qui structurent la société? C'est à partir de ces valeurs qu'on identifie que telle chose est bien, telle autre ne l'est pas. Oui, ça c'est dans le contexte où on pense que c'est le bien, c'est les valeurs morales qui régissent la société. Mais nos sociétés contemporaines sont établies par-delà le bien et le mal. Et là, je pourrais convoquer un philosophe comme Nietzsche, et qui a totalement raison. Parce que dans nos sociétés, c'est quoi? Les droits, c'est-à-dire le permis et le défendu.
Ce ne sont pas les valeurs morales qui commandent le vivre ensemble dans les États contemporains. Parce que si on doit adosser les droits aux principes moraux bibliquement pensés, on pourrait ne plus être capable de vivre. Étant donné que la raison d'État qui aujourd'hui transcende les principes religieux voudrait que l'ordre règne suivant un ensemble de principes de droit qui ne doivent pas être enfreints. Et je vais prendre un exemple. Nous avons des pays qui aujourd'hui adoptent par exemple la peine de mort. Mais si on doit s'appuyer sur les valeurs religieuses, celui-ci ne tuera point. Mais maintenant, dans l'État, quand on parle de la peine de mort, il s'agit de punir ceux qui ne respectent pas les interdits sociaux. Voilà, et ceux-là peuvent être mis au banc de la société, mais il n'est plus possible en ce moment de croire, parce que la morale est tellement prescriptive qu'elle ne peut pas fonder les droits. C'est pour cette raison qu'on parle davantage d'éthique, parce que l'éthique est assez flexible. C'est-à-dire, la valeur éthique d'un acte est jugée en fonction des conditions qui ont prévalu pendant une prise de décision. Ça veut dire quoi? Je suis d'une zone enclavée par rapport au centre, qui est, quand je parle de centre, il ne s'agit pas de centre en tant que région, mais de centre en tant que, par rapport à la périphérie, de centre par rapport à la périphérie. Lorsque je suis à la périphérie et que je vis dans une zone enclavée, est-ce qu'il est éthiquement inacceptable qu'on voit transporter un cadavre sur une moto dans un village? Si dans un village, vous voyez transporter un cadavre sur une moto, ça ne pose aucun problème. Parce qu'il n'y a pas de corbillard, il n'y a pas d'ambulance dans cette zone. Mais ce n'est pas possible dans une ville comme Yaoundé, où il y a toutes ces infrastructures permettant d'agir. Voilà. C'est pour ça que j'entends, c'est là que je parle de flexibilité de l'éthique. Donc, en fonction de ces circonstances, on juge, on évalue un acte. Y avait-il moyen de faire autrement que de transporter un malade ou un corps sur une moto? S'il n'existe pas d'autres conditions permettant de le faire, alors cette valeur, ce qu'on a utilisé comme moyen, ne peut pas être critiqué dans ces conditions-là. Du coup, en vous suivant, professeur, on constate que la vie humaine, l'existence humaine opère désormais un dépassement de la dichotomie bien et mal. Oui. Non, le bien et le mal, c'est derrière nous. Ça pouvait avoir un sens dans le contexte médiéval avec les régimes théocratiques. Mais c'est fini. Et c'est fini pourquoi? Parce que à partir du XVIe siècle, avec le mouvement de la Renaissance qui commence en Italie, on remet en question l'autorité ecclésiale. Parce que vous savez, l'Europe pendant le Moyen-Âge a été victime de la peste noire qui décimait les gens. Mais le pape en son temps disait il ne faut pas soigner les pestiférés. Ce sont des gens qui, trop pécheurs, sont en train de subir le courroux de Dieu. Mais en Italie, des gens ont essayé de soigner les pestiférés. On voyait qu'ils guérissaient. Et ça a créé ce mouvement de libération des peuples vis-à-vis de l'autorité ecclésiale. Désormais, on constate que l'homme peut créer des valeurs, inventer des valeurs propres à lui-même et stabiliser un système social. C'est pour ça qu'on parle de la philosophie. En philosophie, aujourd'hui, le concept le plus fondamental, c'est l'humanisme. Oui, l'humanisme parce que cela place l'homme au centre de toutes choses et on ne va plus se poser la question de savoir si l'homme est au centre du monde ou s'il est le centre du monde. Il est le centre du monde et donne l'orientation à toute autre chose qui pourrait exister. Il n'y a rien qui existe qui ne soit défini par l'homme. Si une chose n'est pas définie par l'homme, alors elle n'existe pas. Alors, dans le même temps, professeur, on constate que l'économisme définit de plus en plus l'homme comme un objet matériel, comme un objet économique, à la limite comme une marchandise, davantage dans une société consumériste comme les sociétés contemporaines. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça qui est la caractéristique fondamentale de l'homme. C'est-à-dire, l'homme n'est pas un être civilisé par nature. C'est un artifice qu'il crée pour préserver sa vie. Et si vous lisez le Kant, il dit la guerre est inscrite en lettres d'or dans le cœur des hommes. Ça veut dire quoi? Que cette volonté de mener en permanence une vie concurrentielle
est la caractéristique fondamentale de l'humain. C'est pour cette raison que lorsqu'on pense le capitalisme au XVIIIe siècle avec des gens comme Adam Smith, on veut que l'État soit le garant de la loyauté dans ce qu'on appelle la concurrence. Mais nos États contemporains ont dévoyé cela en pensant que l'État deviendrait un simple agent économique et la loi de l'offre et de la demande équilibrerait le marché, ce qui fait que des monopoles, il y a eu érection des monopoles et il y a eu que les transnationales deviennent davantage plus fortes que les États et l'homme est en train de disparaître. Nous sommes en train d'entrer dans une logique d'état de nature un peu comme dirait Hobbes, avec les valeurs comme la fraude, la ruse, la force, qui sont en train de transcender la logique du bien qui pourrait structurer une société dans laquelle le bien-être est prévalu. Voyez-vous, donc la logique économiste qui a à la remorque ou qui a mis à la remorque même la technoscience, c'est-à-dire la façon de faire la science aujourd'hui se veut est devenu comme un autre moyen de fonder ou bien de justifier la force de ceux qui la maîtrisent, de ceux qui maîtrisent la technoscience. Et je vois à ce niveau que Nietzsche est le philosophe qui a pu faire la meilleure étude anthropologique de l'humain, parce que notre société est le reflet de la philosophie de Nietzsche, où l'homme ne pense plus à l'homme, où l'homme a perdu l'homme, où l'homme pense que le meilleur moyen de s'environner par autre chose, c'est d'avoir tous les artifices que crée la technoscience. Vous avez parlé des sociétés consuméristes, et ça fait que la publicité aidant, nous ne vivons que pour être à la mode, c'est-à-dire à la solde de l'éphémère. Pourtant, l'homme voudrait, parce que quand on dit être, c'est quand même un verbe d'état. Est-ce que l'homme est encore dans son existence? Il passe le temps à courir, il pense en courant, il mange en courant, il n'y a plus de stabilité humaine, de valeurs stables, et tout est évalué en termes de puissance et de faiblesse. Et dans nos sociétés, les faibles n'ont plus de place. Donc il faut tout faire pour participer à la construction de ce monde, mais dans une logique concurrentielle. Parce que quand vous lisez un philosophe comme Francis Fukuyama, comment définir l'homme d'aujourd'hui? Ce sont les critères d'efficience qui permettent de définir l'homme. C'est-à-dire, pour lui, l'homme, c'est quoi? L'efficacité, la rentabilité, la productivité, la compétitivité, la compétence. Si vous ne réunissez pas ces critères, comme les critères que vous incarnez, alors vous n'êtes pas un homme. On peut vous comptabiliser le jour du recensement, mais ça ne signifie pas qu'on peut compter sur vous pour penser l'évolution d'un État. Moi, je pense qu'il y a une trivialité qui est entrée dans la logique de la définition du bien. Mais il appartient à l'homme de savoir qu'il n'y a pas de vie tranquille. Il y a des vies qu'en combattant. Et dans cette logique de combat, ce n'est pas nécessairement la force. Il n'y a que la ruse aussi, parce que les plus forts ne sont pas toujours assez forts pour être à l'abri de la ruse des plus faibles, comme pourrait le penser aussi. Encore moins les plus intelligents. Non, les plus intelligents. Bon, mais là, au moins, la valeur fondamentale, c'est l'intelligence. Parce que au niveau de l'intelligence, quand vous maîtrisez la nature, quand vous maîtrisez le comportement des hommes, et quand vous essayez de penser qu'il faudrait ne pas se contenter de dire qu'on a du potentiel, mais faire prévaloir ce potentiel. Oui, oui. Parce que nous passons le temps à dire l'Afrique a un fort potentiel, mais l'Afrique est pauvre. Le potentiel n'est pas la richesse. Le potentiel est un élément pouvant permettre d'accéder à la richesse. Oui. Mais si vous ne mettez pas en œuvre le dit potentiel, alors vous êtes pauvre. Et nous sommes réellement pauvres. Un pays comme le Japon n'a pour sous-sol que les tremblements de terre. Mais c'est un des pays membres du G7. Pourquoi? Parce que c'est la substance grise qui compte dans le développement. Ce n'est pas ce qu'on a dans le sous-sol. Oui, ce n'est pas ça. C'est ce qu'on fait de ce qu'on a dans le sous-sol. C'est ce qu'on fait de ce que nous sommes. C'est ça qui permet de voir ou bien de distinguer les meilleurs hommes des, bon, je ne voudrais pas dire des mauvais, mais des hommes qui n'ont pas encore compris qu'il faudrait maîtriser la science ou la technoscience. Des hommes contemporains.
Oui. La distinction entre les hommes contemporains entre les hommes. Les anciens hommes. Non. Disons qu'on ne peut pas être tous dans le même monde et choisir certains comme contemporains et d'autres comme anciens. Oui, mais seulement, on peut tout simplement dire qu'il y a des cultures qui entrent en désuétude aujourd'hui par rapport à la logique de la course vers l'obtention d'une place dans le Conseil des Nations. Oui. Il n'y a pas de pitié dans les relations humaines, même dans l'amitié. Ce sont des relations, elles ne sont pas conflictuelles, mais elles sont concurrentielles. Et à ce niveau, il faut savoir se positionner pour avoir son mot à dire. En somme, le bien n'est qu'une valeur relative. Non. Le bien est une valeur objective, au sens moral du terme. Et là, je peux être d'avis avec Platon, qui voudrait que le bien soit la valeur qui transcende toutes les autres et pour laquelle nous devons œuvrer pour que soit toujours maintenue une société stable dans laquelle le respect mutuel existe et dans laquelle on estime que parce que le bien est la valeur qui nous met ensemble, on peut tous chercher à mériter ce bien. Alors, professeur, une bonne action définie comme telle par la société, exécutée par contrainte, du coup, elle annihile la liberté de l'individu, peut-elle être considérée comme une bonne action au sens individuel? Bon, maintenant, ça c'est une évaluation qui peut être subjective parce que nous ne sommes pas des personnes, nous ne sommes pas des individus, nous sommes des citoyens. La citoyenneté est la camisole de force dans laquelle nous sommes et qui définit les types de comportements que nous devons avoir. Parce que quand je suis citoyen, il y a des concitoyens. Oui. Bon, à partir de là, on a perdu la liberté de faire une bonne action selon sa subjectivité. Ça veut dire quoi? On entre dans la logique de la définition positive de la liberté. Et qu'est-ce qu'on dit en philosophie? Si vous constatez que quelqu'un refuse d'être libre dans des conditions de démocratie, on peut l'obliger à devenir libre. Personne ne travaille étant joyeux, mais tout le monde est content de bénéficier des fruits du travail. Voilà, parce que le travail est toujours pénible. Donc c'est contraignant. Alors, est-ce qu'on va dire que parce que le travail est contraignant, ce n'est pas une bonne action? C'est absolument une bonne action. Et aujourd'hui, on trouve que le travail qui est essentiellement la difficulté est la voie de la réussite. Donc, s'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas possibilité de transformer les obstacles qui sont sur notre parcours existentiel en opportunités, alors il n'y a pas de bonne action. Une bonne action se fait en toute conscience, et cette conscience doit être la possibilité pour nous de développer une capacité de transcender ces obstacles. Vous voyez, à partir du moment où on est citoyen, on est dans la camisole de force. La liberté n'est plus illimitée et objectivement ou logiquement, la bonne action se fait sous la contrainte. Alors, au moins la contrainte du regard d'autrui. Oui. Alors, professeur, avant de sortir de cet échange, on vous dit bien-être, bien et bonheur. Quelles interactions entre les trois concepts? Bien-être et bonheur. Oui. Disons déjà que nous sommes là dans des valeurs absolument relatives. Parce que il n'y a pas de bien individuel. Il n'y a pas de bien-être individuel. Il n'y a pas de bonheur individuel. Voyez-vous, quand vous marchez dans les rues d'une capitale comme les nôtres, vous voyez que les plus grandes personnalités ou bien les plus riches, ceux qui sont dans la classe la plus élevée de la société, ils sont dans des maisons généralement bien clôturées. Oui. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils savent que tout le monde n'a pas le même standard de vie. Et pour se protéger, ça signifie qu'on n'est pas en train de vivre le bien. Quand on vit le bien, il y a la sécurité. Mais quand il y a l'insécurité, ça signifie qu'il y en a qui ne peuvent survivre qu'en posant des actes illicites. Alors, il n'y a pas de bonheur à vivre heureux tout seul. Il y a des bonheurs que lorsqu'on s'assure que les revenus d'une société obéissent à une sorte de justice distributive. C'est-à-dire,
en fonction de ce que je fais, je me sens intégré dans la société et ce qui me revient, je constate que mon niveau ne peut pas me permettre d'aller au-delà. Mais lorsque c'est de façon arbitraire que les classes se dessinent dans une société, il y a lieu de croire qu'il n'y a pas de bonheur. Parce que quand même vous vivrez dans l'opulence, vous aurez peur de celui qui est votre voisin et qui ne vit pas dans la même opulence. Tout à fait. Alors, pour finir, professeur Mounchili, pourriez-vous indiquer à nos téléspectateurs quelques auteurs ou ouvrages qui peuvent davantage les aider à comprendre ou mieux saisir la notion de bien? Déjà, avant de citer les ouvrages, il faudrait savoir que la lecture qu'on doit faire de la philosophie, c'est une lecture des textes prenant en charge notre contexte historique. En ce moment, deux tendances philosophiques peuvent nous intéresser. L'existentialisme et la phénoménologie. Et vous verrez que dans les deux cas, on ne pourrait pas échapper à Martin Heidegger, on ne pourrait pas échapper aux auteurs comme Husserl, parce que l'historicité de l'homme ne doit jamais être oubliée. Nous ne cherchons pas à avoir une connaissance des choses immuables. C'est l'homme qui crée la connaissance et l'homme est un être temporel. Par conséquent, il faut repenser ou bien lire les ouvrages qui repensent l'ontologie. Quand vous lisez par exemple le Cosmos, le traité de la théologie de Michel Onfray, il vous situe. Il vous situe parce que vous allez dépasser l'ontologie traditionnelle, métaphysique, pour entrer dans ce qu'on appelle l'ontogénèse. Voyez-vous? Bon, maintenant, il y a que le philosophe aujourd'hui ne peut pas l'être s'il est ignorant de la science. Par conséquent, il faudrait lire les auteurs comme Claude Allègre qui a écrit Dieu face à la science. Un livre très intéressant, qui va nous situer par rapport à la mentalité que nous devons avoir si nous pensons que la science ne doit pas se défaire de la croyance, ou alors que la philosophie doit intégrer en son sein la croyance. Mais il s'agit de se mettre dans les conditions telles que, même si on veut penser métaphysiquement, que ce soit une métaphysique objectivement rectifiée. À ce niveau, il faut lire le nouvel esprit scientifique de Gaston Bachelard, la formation de l'esprit scientifique de Gaston Bachelard. Bon, et lorsque on a l'impression qu'on reste enfermé dans la logique de la croyance, il faut développer cette mentalité scientifique qui voudrait qu'on ne prenne aucune méthode, aucune valeur comme absolue. On est invité à ce moment à lire Karl Popper dans Conjecture et réfutation, qui nous montre que chaque étape atteinte en science n'est qu'une hypothèse. Parce qu'il y a toujours des erreurs qui se font sentir à l'intérieur de chaque théorie. Et c'est pour ça qu'il parle de falsifiabilité. L'ouverture de chaque théorie scientifique à la falsification. Ça veut dire que toute théorie n'est un paradigme en vigueur que pendant aussi longtemps qu'on n'a pas encore réussi à la falsifier. C'est pour cette raison qu'il faut lire Conjecture et réfutation. Il faut lire la logique de la découverte scientifique. Il ne faut jamais oublier Kant, qui pense les Lumières en disant que l'homme doit oser se servir de son propre entendement parce qu'il doit se détacher des autres valeurs qui ne sont pas des valeurs terrestres. L'homme est un être qui vit sur Terre. Donc, il faut déjà penser comme Galilée. Galilée disait aux religieux, dites-nous comment on va au ciel, mais laissez-nous le soin de vous dire comment va le ciel. C'est encore le scientifique qui peut expliquer aux religieux s'il existe un ciel. Le religieux n'a pas la possibilité d'expliquer aux scientifiques si le ciel existe. Donc, on ne peut pas manquer de lire Galilée qui pense que le monde est écrit en langage mathématique. Et c'est vrai, puisque le nord, le sud, l'est et l'ouest n'existent qu'en fonction de l'image que l'homme veut avoir du monde. C'est pour ça qu'on est parti de la nature au monde. La réalisation du monde
l'homme est le créateur même de Dieu, parce que Dieu n'existe pas sans la volonté humaine. C'est lui qui donne sens à l'homme. Si vous lisez aussi la formule de Dieu, c'est Einstein, Albert Einstein qui a écrit cela. C'est un débat entre lui-même et David Ben Gurion, le premier ministre israélien, quand il débat sur la formule de Dieu. Et dans ce livre, vous voyez, Einstein dit, si Dieu est tout-puissant, il ne peut pas être omniscient. Soit il est omniscient et n'est pas tout-puissant, soit il est tout-puissant et n'est pas omniscient. Parce que, moi je pense qu'il se référait à Descartes à ce niveau, parce que Descartes disait, Dieu a régi les lois de la nature. Mais quand ces lois sont en marche, Dieu ne peut plus les interrompre. Oui, oui. Ça signifie que quand il y a tremblement de terre, les gens doivent seulement mourir. Dieu est incapable de stopper le tremblement de terre. C'est une preuve de la non-omnipotence de Dieu, présentée par Albert Einstein dans le débat, où il a pour contradicteur David Ben Gurion. Voyez-vous? Bon, donc, ça veut dire que il faut être capable d'inventer un monde fondé sur sa propre intelligibilité et non attendre d'ailleurs d'un être extérieur ou supérieur ou suprême la marche du monde. Non. Personne ne commande au-dessus de l'homme. Donc, voilà quelques auteurs en fonction des orientations de leurs recherches qui peuvent nous intéresser dans la lecture et même dans la compréhension de la philosophie de notre temps. D'accord. Bon, merci, professeur, pour cet échange enrichissant et pour l'invitation acceptée pour Africa TV. Nous espérons vous retrouver très bientôt pour une autre thématique. Un dernier mot? Oui, je serai toujours disponible quand besoin se fera sentir. Je vous remercie de m'avoir invité. D'accord. À bientôt sur Africa TV.